Le 1077 Estrie. Information, sport, commentaires, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter dans la zone des buts. 1077 Estrie. Dans notre premier épisode, on vous a parlé des défis qu'ont eu à relever les différents personnels d'entraîneurs au football collégial et universitaire lors de la pandémie. L'accompagnement scolaire, l'accompagnement sportif, ça a été toute une tâche pour les personnels d'entraîneurs afin de bien suivre la progression des étudiants athlètes. Ce qu'on observe en ce début de saison 2021, c'est qu'il y a un autre défi qui s'est pointé à l'horizon, c'est d'avoir plusieurs cohortes de recrutement qui évoluent au sein d'une même équipe. Pour en parler, nous avons avec nous l'entraîneur-chef des Cougars du Collège Champlain, football collégial Division 1, Jean-François Jonca. Salut Jeff, bienvenue dans la zone des buts. Merci Sébastien. Alors, comme je le mentionnais, tu as une équipe cette saison, automne 2021, sur le terrain qui regroupe différentes cohortes de recrutement. Il y a des gars qui sont avec vous depuis 2 ans, mais qui disputent leur premier match avec vous. Puis, tu as aussi ta cohorte de recrutement de jeunes qui viennent du secondaire, sans compter les vétérans qui sont là pour une 3e année. Comment on gère un alignement de football avec ces différences-là? Bien, c'est tous les détails de pratique, de match que les jeunes n'ont pas nécessairement eu l'expérience encore de vivre. Si on prend nos jeunes de secondaire 5 qui sont entrés chez nous cette année, c'est normal. Les jeunes qui sont à leur 2e année, l'année passée, on a joué quelques matchs hors concours, mais on se comprend qu'un match hors concours, c'est pas la même sensation qu'un vrai match. Les enjeux sont différents un peu. Les façons de gérer ça par les entraîneurs est différente aussi. Puis, nos jeunes de 3e année, quelques-uns jouaient, si tu veux, à leur première année à l'époque en 2019, mais le groupe qu'on a actuellement, la plupart avaient des postes de réservistes ou au sein des unités spéciales. Donc, c'est vraiment une cohorte là, où est-ce que c'est vraiment un groupe de jeunes où est-ce qu'on doit apprendre les détails en pratique, la façon de pratiquer. Hein? C'est super important. On est une équipe d'élite, donc la façon dont on pratique, on doit le démontrer aussi. Donc, on doit répéter, puis c'est normal. C'est ça le rôle d'un entraîneur. Puis je pense que c'est comme ça aussi partout un petit peu là, à travers la province en ce moment. Mais on est content de jouer au football. Puis on vit la même chose en match aussi, hein, que ce soit l'échauffement d'avant-match. Je me rappelle le premier match ici où on a joué. Je sentais que les jeunes se regardaient un petit peu tous là, comment l'échauffement d'avant-match fonctionne. Puis c'est quelque chose comme entraîneur que j'ai jamais vraiment eu à expliquer. Je l'ai expliqué quand j'ai débuté ici, puis après ça, bien, les coachs, on est un groupe d'entraîneurs qui travaillent ensemble depuis des années, donc tout le monde est habitué, les vétérans habituellement prennent le livre, ça va bien. Donc cette année, on a fallu une petite période d'adaptation aussi à ce niveau-là. Donc ça fait partie de notre situation actuelle, puis on est content de jouer au football. Est-ce qu'on a dû revoir certains fondamentaux? Je m'explique, la préparation physique puis la maturité physique de ces différentes cohortes peut justement être assez différente d'une à l'autre. Est-ce qu'on a dû revenir un peu aux fondamentaux, technique de plaquage, le retour au contact après plus d'1 an sans compétition, avec des gars qui ont une expérience différente? J'imagine qu'on a mis un peu d'accent là-dessus. C'est certain, là, à chaque semaine, Maxime Dupuis, le coordonnateur défensif, là, on fait des circuits de plaqués. Là, puis on le faisait auparavant, mais je pense que cette année, là, c'est super important, justement, parce qu'il y a certains joueurs qui ont juste pas touché au terrain l'année dernière. Donc ça, c'est des acquis qu'on doit solidifier. Au niveau de la préparation physique, on fait affaire avec Michael Fulham. Puis on met beaucoup l'accent au niveau de l'aine, des hip flexors, ces trucs-là, pour justement éviter les blessures. Mais notre groupe de vétérans a été quand même en mesure de bien s'entraîner durant la saison morte cette année. Puis avec la réouverture là, des gyms au courant de l'été, la plupart des jeunes sont arrivés là, sensibles, en forme.
entre guillemets. Là, on a déjà eu des cohortes plus en forme. En termes de vitesse comme telle, je vois pas vraiment de différence. C'est peut-être plus en termes de force. Puis ça le gap va se rétrécir assez rapidement là, au courant de l'hiver. Là, on vient de faire le tour des différentes cohortes. J'aimerais, par exemple, que tu nous expliques un peu comment s'est passé ton début de saison. On le sait, on était, avant le 1er septembre, avant l'imposition du passeport vaccinal. La saison du football collégial a commencé un peu avant. Donc, il y avait encore des mesures sanitaires qui étaient émises. Et puis, ça a créé quelques situations particulières, notamment pour votre premier match qui devait être disputé à Québec. Je crois qu'il a fallu que tu changes de situation assez vite. Oui, bien, on avait joué un match hors concours la semaine auparavant contre le Collège Vanier. Puis, quelques jours avant notre match, là, si on veut notre match de saison régulière, là, on a appris qu'il y avait un jeune de Vanier là, qui était positif là, à la COVID. Donc, le vendredi, avant notre match, on a eu un appel. L'autobus partait à 2 h, puis je crois que j'ai eu un appel comme à 1h45 ou 1h35 là, de la directrice aux affaires étudiantes là, du Collège Vanier, mais indiquait un petit peu les procédures qu'elle s'était fait dire par la santé publique de Montréal. Donc, nos jeunes qui n'étaient pas doublement vaccinés lors du match contre Vanier. On ne pouvait pas les laisser jouer le match là, pour qu'on s'en allait jouer contre CNDF là, ce vendredi-là. Donc, les jeunes étaient dans le bus, on s'en allait jouer un match, ils m'attendaient un petit peu. Le coach n'est pas en retard actuellement, mais là, on dit laisse un petit peu au téléphone avec eux. Puis, donc, on a sorti là, les 2 jeunes en question là, qui attendaient, dans le fond, leur deuxième dose, là, le temps, puis tout ça. Donc, tout le monde était malheureux, mais en même temps, c'est les règles du jeu en ce moment, puis tout le monde s'y prête. Là. Et comment ça se passe pour votre saison jusqu'à date, dans ce retour à la compétition après plus d'1 an? Est-ce que le coach est satisfait? Est-ce que ça rencontre les objectifs de début de saison que vous vous étiez fixés? Bien, on est 2 et 2. On est encore en contrôle de notre destinée. Je pense que c'est le plus important. On est capable de grandes choses, puis en même temps, il faut faire attention aux mouchoirs oranges ou aux punitions. Je pense que certains matchs, ça a été un petit peu notre tendon d'Achille, mais on a appris de ça. Comme on disait, on est une équipe jeune, on est une équipe comme tout le monde. Hein. Des fois, l'adversité, des fois, comment on réagit à l'adversité, il faut apprendre de ça. Puis je pense jusqu'à présent, là, j'aime la façon qu'on rebondit d'une semaine à l'autre. On a joué un bon match là, la semaine dernière, là, où il y a 2 semaines contre le Collège de Lévis, ici, Cégep de Lévis. Une belle performance offensive, défensivement aussi. Et puis là, on a eu une belle semaine de congé. Les jeunes qui étaient blessés là, vont être en mesure de revenir. Puis là, on s'en va jouer notre 2 matchs, le deuxième match contre CNDF. Donc, on avait commencé la saison avec une victoire contre eux sur la route. Puis là, ils viennent chez nous là, samedi prochain. On est excités de ça. Puis on va être en mesure aussi de voir aussi la progression de l'équipe là, à ce moment-là aussi. Bon, bien, on va suivre ce parcours avec attention, puisqu'on le sait, les Cougars sont les champions en titre du football collégial Division 1, titre remporté en 2019. Jean-François Jonca, merci beaucoup. Merci, Sébastien. Oui, mais il était au Sénat, parce qu'il change au Sénat. Les autobus sont là-bas. Oui, c'est ça. Là, tu vas regarder, ça fait un peu de drôle, là. Puis, regarde, quand il est placé, il commence à caler. C'est une température parfaite pour le football. Un samedi matin, c'est un peu gris, un peu froid, le mois d'octobre. Et en ce samedi, c'est les matchs du Homecoming des Barons du Séminaire de Sherbrooke. Pour nous parler un peu de la saison jusqu'à présent chez les juvéniles, nous avons avec nous l'entraîneur-chef, Alexandre Dion. Salut Alexandre, bienvenue dans la zone début. Merci. Merci d'avoir, merci d'être venu cet après-midi avec nous, c'est vraiment gentil. Donc, de retour sur le terrain, après 1 an d'absence, les Barons évoluent cette année en catégorie juvénile en football à 12 en Montérégie. Comment expliquer ce changement?
Dans le fond, dans la région de l'Estrie, les écoles du Fort, Lebert, Montcalm, les écoles qui sont autour de nous, ne jouent pas du football à 12. On avait assez de joueurs pour jouer au football à 12 cette année. Puis c'est un football qui est plus représentatif du niveau collégial, donc ce que les joueurs vont jouer plus tard. Donc on veut vraiment leur offrir l'expérience la plus authentique en termes de football pour les préparer au prochain niveau. On a eu l'opportunité de jouer au football à 12. La Montérégie était la région la plus proche de nous et avait un football de niveau quand même intéressant. Donc, on a décidé de s'inscrire dans cette ligue-là. En 2019, les Barons ont remporté le titre régional, mais en football à 9. Alors, si en 2021, on est rendu au football à 12, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la relève et surtout qu'il y a de l'intérêt. Oui, mais dans le fond, l'an passé, on aurait eu également une équipe pour jouer au football à 12, même plus nombreuse qu'on a cette année, autour de 44 joueurs. Cette année, on a à peu près 35-36. Mais oui, il y a un bon petit regain. On a plusieurs joueurs qui ont commencé le football l'année dernière. Des gars comme Lambert Fournier, Pierre-Alexandre Comtois, qui n'avaient jamais joué au football, qui ont décidé de commencer cet été puis qui sont restés avec nous autres. Donc, ça montre quand même un intérêt dans l'école et chez les jeunes pour continuer le football, malgré que la pandémie a été un petit peu un frein là-dedans. Là. Et comment ça se passe jusqu'à présent sur le terrain pour les Barons en cette saison 2021? Ça se passe bien. On a 2 victoires, aucune défaite, pendant que la pluie commence un petit peu. On a joué contre le Collège Saint-Bernard et la polyvalente Fernand Lefebvre de Sorel. On a eu des bonnes performances. On a quand même eu quelques petites inconstances contre Fernand Lefebvre. Victoire en prolongation. Mais on est prêt à s'ajuster. On joue contre une grosse équipe aujourd'hui. Ça va prendre très, très peu d'erreurs pour gagner, mais je pense que les gars sont confiants et sont excités d'avoir un challenge comme ça. Tu l'as mentionné un peu plus tôt dans l'entrevue, après 1 an d'absence, il y a quand même certains défis qui se posent au personnel d'entraîneur en termes de conditionnement physique. Comment ça se passe jusqu'à présent sur le terrain? Est-ce qu'on a eu à faire des ajustements de ce côté-là? Pas tant d'ajustements. Il faut être conscient des limites des jeunes en termes de prendre le contact, donc faire des pratiques peut-être un petit peu plus mentales parfois pour limiter le type de contact qu'ils prennent, tout en les gardant sharp physiquement pour qu'ils soient prêts à prendre le contact jour de match. Mais c'est sûr qu'on voit des petits bobos qu'on voyait peut-être un petit peu moins. Ça fait quand même 1 an qu'il n'y a pas eu de contact intense pour eux et pour certaines autres équipes. Donc, il faut gérer nos attentes en termes de ce qui peut être plus physique. Bon, alors une belle saison qui s'annonce pour les Barons et comme vous le voyez, la température se met de la partie. Un vrai beau samedi de football. Alexandre Dion, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. L'enthousiasme est toujours de mise pour les différents participants au football scolaire. Il y a plusieurs équipes qui se sont inscrites, qui ont déjà commencé leur saison sur le terrain. Pour nous dresser un petit portrait de la situation en cet automne de retour après la pandémie, nous avons avec nous Nathalie Beaupré, directrice générale du RSEQ Canton de l'Est. Salut Nathalie. Bonjour Sébastien. Alors, parle-moi un peu de l'intérêt et de l'enthousiasme des écoles à se réinscrire au football scolaire après cette année perdue à cause de la pandémie. Je vous dirais que présentement, la majorité des programmes qui avaient du football avant la pandémie en ont encore. On a même vu le retour là, de Quaticook maintenant qui est revenu au niveau de nos équipes en juvénile. Donc, on a présentement dans nos ligues 8 équipes Benjamin sans plaquage. Donc, ils font le Benjamin sans plaquage et on en a 6 au niveau du juvénile mineur. Donc, un juvénile secondaire d'âge 3, 4, 5. On a également dans le territoire du RSEQ Canton de l'Est 9 équipes qui évoluent à l'extérieur de notre territoire. Faute d'équipe, donc pas assez de volume d'équipe. On les a donc combinés avec d'autres régions RSEQ ou le RSEQ provincial pour être capable d'offrir à ces jeunes-là la chance de pouvoir participer au football, malgré le fait que nous, régionalement, on n'avait pas assez d'équipes pour le faire. Donc, l'adhésion est quand même bonne. Le retour est quand même encourageant?
Effectivement, le retour est encourageant. On voit dans nos équipes que le volume de joueurs, le nombre de joueurs est un petit peu plus bas que d'habitude dans plusieurs de nos équipes. Il faut savoir que présentement, nous, on joue du football à 9 joueurs. Donc, au niveau du nombre, on n'est plus sur le 50 joueurs qu'on est habitué de voir ou même le 90 dans certains niveaux là, sur les lignes de côté. Donc, nous, sont en mesure de quand même faire du football avec moins de jeunes. Donc, ça a été permis d'en prendre. On s'attend quand même, on ne voit pas le désintéressement des jeunes, on s'attend quand même que nos écoles ont eu des défis au niveau de l'obligation de la vaccination chez les jeunes. Nous, nos saisons de football terminent 1er de novembre, donc si le jeune n'avait pas la situation de double vaccination, bien, on s'attend à ce que les jeunes vont revenir soit vers la mi-saison ou la fin de la saison. Certainement des jeunes qui ne seront pas en action cet automne, puisque la saison est très courte. Oui, c'était ça, hein? Ce délai-là, oui. Exact. C'était ça le défi, parce que l'imposition du passeport vaccinal, c'était début septembre. Et alors, pour avoir une première dose, suivie d'une deuxième, suivie de la dizaine de journées, je crois, après la deuxième dose, pour revenir au jeu, ça réduit un peu le calendrier. Effectivement, on parlait d'environ 5 semaines si un athlète n'avait pas reçu sa première dose avant d'être considéré doublement vacciné pour une saison de football qui en dure 8 en incluant nos séries éliminatoires. C'est un peu difficile, effectivement. Et ces jeunes-là, malgré le fait qu'ils seraient vaccinés, n'ont pas encore accès dans les entraînements, puisque c'est pas seulement dans les matchs, c'est aussi dans les entraînements, la situation de vaccination. Donc, on ne souhaite pas ramener un athlète qui n'a pas fait de pratique sur le terrain depuis pratiquement 2 ans maintenant, de ramener ce jeune-là simplement là, sans entraînement pour jouer un match. Là, c'est pas l'idéal pour nos écoles non plus, là, ni pour nos jeunes. Là. Donc, c'est une situation propre à cette saison 2021. On espère que pour la suite des choses, ça sera différent. Dis-moi, en terminant, Nathalie, est-ce que pour le football de printemps, ça pourrait être déjà un peu plus différent comme situation? Bien, dans notre cas, on offre du football cadet, donc du football d'âge secondaire 2 et 3 au niveau du printemps. On a beaucoup d'écoles, dans le fond, qui font des camps de printemps. Soit il y a un gros événement au centre de services scolaires de Sherbrooke au niveau du Benjamin sans plaquage avec le regroupement des écoles secondaires de ce territoire. Donc, eux non plus, les activités n'ont pas eu lieu. Majoritairement, nos programmes se servent du printemps pour réactiver leurs jeunes, pour aussi solliciter l'intérêt du jeune à jouer au football, puisque ça arrive vite, là, la rentrée scolaire se fait. Normalement, nos calendriers de football se font en juin. Donc, dès juin, les écoles doivent signifier s'ils auront l'an prochain un programme de football. Donc, c'est un peu à ça que notre printemps sert ici. Donc, on permet un cadet. Souvent, on n'en a pas à cette période-ci de l'année, puisque nos jeunes, au niveau du respect de la règle de sécurité du 36 mois, nos jeunes Benjamin, d'âge secondaire 2, présentement, pourraient, à exception, jouer cadet. Mais comme on n'en a pas beaucoup, et qu'on joue du juvénile mineur qui est du secondaire 3, 4, 5. Le chevauchement des âges fait en sorte que on ne peut pas offrir... C'est difficile d'offrir du cadet. On en a quelques équipes à l'extérieur, dans d'autres régions RSEQ, mais le cadet est quand même limité dans notre région suite au délai de 36 mois d'âge. Donc, on s'attend au printemps à ce que nos équipes retournent sur le terrain, retournent en camp d'entraînement, aller recruter des jeunes aussi. Pour eux, c'est très important, cette préparation physique-là, pour pouvoir être prêt quand on arrive à la rentrée scolaire. Là, normalement, les saisons de football, là, c'est, dans notre cas, 1er de septembre. Là, donc, les jeunes sont à l'école depuis seulement, des fois, quelques jours. Une semaine, des fois, même quelques jours dans certains milieux. Donc, on espère pouvoir profiter de ce printemps-là pour repréparer nos saisons, pour ramener l'intérêt et s'assurer que nos jeunes soient prêts à débuter un petit peu plus rapidement l'an prochain là, au niveau de nos... Principalement au niveau de notre juvénile. Oui. Nos Benjamins, normalement, débutent avec des jamborees. C'est vraiment des événements festifs où c'est que des séquences offensives, c'est des séquences sur demi-terrain pour le faire comprendre un peu comment fonctionne le football. Majoritairement, ils n'ont jamais joué un vrai match de football. Donc, on en a fait un cette année pour lui permettre un peu de voir la dynamique des matchs, puisqu'ils n'avaient pas joué. Mais on est pas mal dans les mêmes temps, là, 3e de septembre. Normalement, c'est là qu'on part nos saisons Benjamin. Alors que juvénile, on part 1er de septembre beaucoup plus tôt. Donc, une année 2021 un peu de transition, puis on espère, bon, avec la vaccination qui va se poursuivre, on l'espère, avec le passeport vaccinal, que dès le printemps 2022, ça revienne un peu à la normale. Nathalie Beaupré du RSEQ Canton de l'Est, merci beaucoup. Merci, Sébastien.
Le rôle des batteurs au football canadien à 3 essais est très important, que ce soit pour marquer des points ou encore pour faciliter le positionnement de l'équipe sur le terrain. Les batteurs ont un rôle primordial lors des matchs de football canadien. Pour en parler, nous avons avec nous les deux batteurs du Varéor de l'Université de Sherbrooke, Louis Tardy, le batteur de précision. Salut Louis. Salut. Et Jacob Camiré, le batteur de dégagement. Salut Jacob. Salut Sébastien. Louis, j'ai envie de commencer avec toi puisque, avec ton pied, tu es capable d'inscrire des points. Plus souvent qu'autrement, bien sûr. J'aimerais que tu nous dises comment tu en es arrivé à ce métier de batteur. Initialement, en fait, moi, j'ai commencé mon parcours de football en secondaire 2 à Saint-Jean-Eudes, à Québec. Avec mon profil de joueur de soccer, mes amis m'ont comme poussé à essayer ça, le fait de botter au football. Puis à la fin de mon année de secondaire 5, je me suis lancé le challenge de me concentrer uniquement sur ça, puis d'atteindre les rangs universitaires. Donc, j'ai commencé à être uniquement botteur avec les élans du Cégep Garneau. Puis jusqu'à présent, mon challenge, il est réussi. Je me suis rendu ici, puis jusqu'à date, ça se déroule assez bien. Oui, effectivement, des belles performances d'ailleurs en 2021. Toi, Jacob, tu en es à une première année avec le Varéor. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers le métier de botteur de dégagement, entre autres? Pour ma part, j'ai commencé ma carrière au séminaire de Sherbrooke avec les Barons. Dans ce temps-là, j'évoluais comme secondaire. Puis après ça, des petites blessures, des commotions cérébrales, j'avais décidé d'arrêter au cégep. Je bottais déjà au secondaire, mais j'avais pris la décision d'arrêter quand même. Puis là, finalement, après avoir regardé probablement tous les matchs de la saison des volontaires, je me suis dit « Ah non, faut que je retourne sur le terrain ». Donc là, j'ai approché les coachs pour savoir s'ils étaient intéressés à juste prendre un botteur. Puis c'est depuis ce temps-là que justement, je travaille pour devenir juste botteur. Jusque dans les rangs universitaires, là, parce que j'en suis présentement. C'est assez spécial parce qu'on vous voit pendant les matchs, lorsqu'on est sur la galerie de presse, vous êtes tous les deux, vous faites vos petites choses, le match se déroule pendant ce temps-là, il y a des séquences offensives, il y a des séquences défensives. Après ça, on a besoin de vous. Louis, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque vient le temps de s'installer puis de réaliser un placement, peu importe la distance. En fait, dans le meilleur des mondes, il se passe pas grand-chose dans ma tête quand c'est le temps d'y aller. Je pense que c'est le meilleur état d'esprit qu'on peut avoir quand on embarque sur le terrain, c'est de traiter chaque bottée de la même manière, comme si c'était en pratique. Ça sert à rien de se mettre de la pression supplémentaire, déjà avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est juste d'embarquer sur le terrain, confiant, sûr de notre technique, puis le reste, ça va se faire naturellement. Tu as quand même réalisé des bottées de précision qui ont été sous pression. Par exemple, contre Concordia, un botté en fin de match qui a permis justement au Varéor de pousser le match en prolongation. Est-ce que c'est une situation qui est davantage stressante qu'un botté normal, par exemple, en première demi? D'après moi, c'est plus stressant pour mes proches qui me regardent des lignes de côté. Je pense entre autres à mon père qui est là à pas mal toutes nos parties. Mais pour l'avoir déjà vécu dans le passé, une situation comme ça, l'expérience fait en sorte que c'est moins stressant. C'est sûr qu'en fin de match, tous les yeux sont tournés sur toi, mais comme je viens juste de dire, l'important c'est de traiter chaque bottée de la même manière, peu importe la situation, peu importe ce qui s'est passé. Si Louis peut inscrire des points, toi, Jacob, tu aides l'équipe, entre autres, à bien la positionner sur le terrain. 2 essais, ça va quand même assez rapidement. Puis des fois, stratégiquement, on préfère donner la balle à notre botteur pour qu'il repousse l'adversaire le plus loin possible en zone défensive. Ce que tu as réussi à faire de manière brillante cette année, entre autres en battant le record du Varéor grâce à un dégagement de 79 verges. Ça, c'est très long, 79 verges, suivi d'un botté de 78 verges. Quelle est ta recette? La recette, je pense, ça se trouve dans les détails. C'est dans le travail qu'on met chaque jour. C'est des, comme je dis là, des petits détails, la façon que tu places ta balle, la façon... Mais c'est aussi beaucoup une préparation mentale. Comme Louis a mentionné plus tôt, c'est de ne pas voir ça plus gros que c'est, de faire la même chose qu'on fait à chaque jour, de se concentrer sur la façon qu'on place notre ballon, la façon qu'on finit notre mouvement. Donc c'est vraiment dans ces choses-là, je pense que la recette magique se trouve, si je peux dire, là, mais il n'y a pas vraiment de recette magique en fait, c'est juste de travailler fort et de toujours, c'est ça, de faire les points techniques. Exact, c'est ça. Est-ce que ça doit être quand même spécial de négocier avec cette pression-là? Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, on vous voit sur les lignes de côté, vous arrivez dans des moments clés dans le match, puis vous avez besoin de performer. Parce que si vous ne le faites pas, tout le monde le voit. Donc, ça implique vraiment un aspect assez particulier que peut-être les autres joueurs n'ont pas. Est-ce que, en ce sens-là, cette gestion de stress-là, vous la faites ensemble?
Un petit peu. C'est sûr que peu importe ce qui arrive sur le terrain, que ce soit un bon botté ou un botté raté, on est tout le temps là l'un pour l'autre pour demander à celui qui vient de faire le botté comment tu l'as senti, celui-là, d'après toi, qu'est-ce qui peut s'être passé. C'est sûr qu'on se met pas plus de pression, on met pas de pression sur l'autre avant qu'il embarque sur le terrain. On se concentre sur ce qu'on a à faire, on prend quelques bottées dans notre filet, puis c'est vraiment ça. Le travail d'équipe est important, je pense, parce que vous êtes au bout du ballon, mais il y a toute une exécution derrière ça. Puis je crois, Jacob, tu as été appelé justement à être teneur pour Louis, entre autres à Concordia, à la dernière minute. Il faut être prêt dans ces situations-là. C'est sûr qu'il faut être prêt, mais comme vous l'avez mentionné plus tôt, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout part de la remise. Donc, si la remise n'est pas à la bonne place, à ce moment-là, le timing, l'exécution, ça va complètement être différent que si l'exécution est parfaite. Puis là, à ce moment-là, ça part beaucoup plus rapidement, soit entre les poteaux ou bien pour un botté de dégagement. Mais tout se fait dans l'espace de quelques secondes, des fois des fractions de secondes. Donc, c'est sûr que le spécialiste de longue remise et le teneur, ils ont un rôle super important là, pour avoir une bonne exécution. J'ai envie de vous poser une dernière question. On est ici au stade de l'Université de Sherbrooke. C'est le seul au Québec au football universitaire dont les matchs se déroulent sur du terrain naturel. Là, il est très beau au mois d'octobre. Il y a de la belle température. Il fait encore beau, mais ça se dégrade plus la saison avance. Est-ce que ça joue lorsque tu effectues tes bottées de précision? C'est sûr que pour quelqu'un qui n'a jamais joué sur un terrain naturel, ça peut faire une petite différence parce que ça ne réagit pas pareil qu'un terrain synthétique quand on pousse dans le sol. Je dirais qu'en ce moment, le terrain est en assez bon état, donc ça fait une moins grande différence qu'en fin de saison, quand on enligne les matchs et les pratiques sur le terrain, et puis que là, l'état devient assez lamentable, parce que là, il fait froid, puis le terrain ne se régénère plus. Donc, je pense que ce qui est important sur un terrain naturel, c'est vraiment de rester sur nos pieds, d'être contrôlé dans notre approche, puis de ne pas essayer d'aller trop vite. Toi, Jacob, est-ce que ça t'affecte? Ça ne m'affecte pas, non, c'est sûr, c'est une petite adaptation au début, là, quand tu vas vraiment botter au cégep sur un terrain naturel, mais ça se fait assez bien, comme Louis le mentionne, c'est juste de revenir à la base, de s'assurer de ne pas essayer d'en faire trop, d'essayer de toujours aller chercher la bombe ou le gros botté, juste d'en revenir à la base puis de se concentrer sur les détails. Comme vous le voyez, le rôle des botteurs, c'est primordial. Alors, lorsque vous allez regarder votre prochain match de football universitaire, ayez-les à l'œil parce que derrière chaque action qu'ils ont fait, il y a beaucoup de préparation, puis une préparation qui peut avoir un impact sur les matchs. Louis Tardy, Jacob Caméré, merci beaucoup. Merci.